Bonsoir Jacques Attali. Bonsoir monsieur. Vous êtes de passage à Genève pour diriger un concert caritatif en faveur de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Vous dirigez l'orchestre de chambre de Genève dans la cathédrale Saint-Pierre et c'est un concert que nos téléspectateurs auront la chance de découvrir, redécouvrir le samedi 25 juin à 20h30. La direction d'orchestre, c'est un pan, disons, peu connu de votre vie. Vous en dirigez beaucoup des orchestres? Oui, ça fait 15 ans que je fais ça et je dirige, disons, hors Covid, une dizaine d'orchestres par an, un peu partout à travers le monde quand je suis invité. Ça va des États-Unis à la Chine, d'Israël à l'Angleterre et évidemment en France. J'ai déjà dirigé en Suisse puisque j'ai dirigé à côté de Lausanne récemment. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, la musique? D'abord, la musique m'apporte, comme à tout mélomane, une passion, des sentiments extrêmes et puis aussi un sentiment de transcendance. Et la direction d'orchestre m'apporte en plus la possibilité de faire quelque chose de très très difficile. En tout cas, pour moi, c'est très difficile. Et de le faire, parce que j'ai la chance d'être invité par de grands orchestres comme celui de Genève, de le faire avec de grands musiciens et d'éprouver une sensation musicale très particulière. Et j'essaye de la rendre au public, même si la musique, ça consiste à... Le chef d'orchestre regarde les musiciens et pas le public. Mais c'est un plaisir infini. On sent tout de suite quand l'orchestre vous épouse, entre guillemets, quand l'orchestre fait confiance. Vous n'avez pas mal choisi votre mot, parce qu'en fait, il y a 3 parties dans la direction d'orchestre. Il y a la préparation des partitions, qui est quelque chose qu'on fait solitaire. Il y a la répétition, où on travaille avec l'orchestre d'une façon extrêmement clinique, partition en main, et on les arrête, on s'arrête et on discute, parce qu'il faut que ce soit un travail collaboratif et pas un chef. Je n'aime pas d'ailleurs ce mot de chef. Et puis alors le concert lui-même, où c'est vraiment le chef danse avec l'orchestre. Il y a presque une relation sensuelle, sinon sexuelle, entre le chef et les musiciens, où on doit vraiment être ensemble complètement pour arriver à quelque chose qui nous dépasse tous. Le premier frisson lié à la musique, c'était quand? Vous vous en souvenez? Oui, je m'en souviens très bien. Mes parents m'ont emmené, quand j'avais 6-7 ans, assister à un concert d'un jeune chef prodige qui était très très jeune, il avait 12-13 ans. Il s'appelait Roberto Benzi, il est d'ailleurs toujours chef international. Et j'étais bouleversé par ce que j'ai vu et entendu. Mais comme je ne suis pas du tout doué pour la musique, je suis un pianiste modeste, je n'ai pas l'oreille absolue, je suis extrêmement maladroit. Pour moi, c'est beaucoup de travail. Et c'est aussi une façon pour moi de démontrer une chose simple, c'est que quand on veut, on peut. Il suffit de travailler. Et quand est-ce que cette vocation de la direction d'orchestre est venue, Jacques Attali? Un jour, un de vos confrères m'a demandé à la télévision ce que je ferais si je ne faisais pas tout ce que je faisais. Et j'ai dit, je rêverais d'être chef d'orchestre. Et plusieurs chefs ont eu la gentillesse de m'appeler pour me dire, mais venez essayer. Alors j'ai dit non, c'est pas possible. Et puis là, qui s'appelle Patrick Souillot, qui est un grand chef à Grenoble, a insisté. Donc j'ai pris des cours avec un jeune chef qui maintenant est un des chefs les plus connus mondialement, qui est François-Xavier Roth. Et puis voilà comment ça a commencé. Toujours le même plaisir, toujours la même exaltation? Oui, la même exaltation. Ceci dit, je vous dis plaisir dans les répétitions. Quand le concert va commencer, c'est le seul moment de ma vie où j'ai le trac. J'ai jamais le trac, mais là, oui, j'ai le trac. Et je me dis, qu'est-ce que tu fais là? Une information que peu connaissent, vous avez écrit une chanson pour Barbara, oui, Colline. Elle m'a demandé d'écrire des chansons et j'ai écrit une chanson qu'elle a... Mais d'ailleurs, sur une mélodie du même musicien dont je vais jouer des œuvres dans ce concert. Quel est le programme, justement, que vous avez concocté? Alors, il y a la symphonie inachevée de Schubert, il y a le sublime Ave Verum de Mozart avec un chœur magnifique, et il y a une pièce de Bach et une autre pièce de Schubert pour orchestre et chœur. Barbara, quand même, immense artiste, immense chanteuse. Qu'est-ce qui a guidé l'écriture de cette chanson? C'était d'abord une amie. On s'est rencontrés assez tard et on est devenus très, 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 très proches. Vraiment extrêmement proches. Amis, c'est rien de plus. J'ai dit très proches, on pourrait comprendre autre chose. Mais, et elle a demandé sans cesse, écris-moi des chansons, écris-moi des chansons. Et un jour, dans un avion d'ailleurs, je n'avais rien de mieux à faire que d'écouter de la musique, qui est toujours un plaisir merveilleux. Et donc, je suis tombé sur cette mélodie de Schubert, merveilleuse, et je me suis dit, voilà, ça, je vais écrire quelque chose dessus. Et ça m'est venu d'un trait. Et je lui ai apporté cette chanson, il m'a dit, je la prends, et c'était un sentiment extraordinaire. Comment elle est née, cette amitié avec Barbara? Elle est venue me voir extrêmement discrètement pour me demander, j'étais à l'Élysée à cette époque, de l'aider à pouvoir aller rencontrer des
des prisonniers atteints du sida. Et je l'ai fait. Ça n'a pas été facile d'ailleurs parce que les autorités politiques françaises étaient très réticentes. Et on est devenus amis comme ça. Vous dirigez donc à Genève ce concert en faveur de la paix, en faveur de l'aide aux réfugiés. Il y a cette actualité tragique à l'Est, la guerre qui fait rage, le retour de la guerre sur le territoire psychologique du continent européen. Elle est partie pour durer, cette guerre. Quel est le message que ça donne aux générations futures ? D'abord, il n'est pas sûr qu'elle dure, parce que je crains que l'armée ukrainienne, magnifique et courageuse, n'ait pas les moyens de résister si le reste de la communauté internationale ne lui apporte pas les moyens dont elle a besoin. Et le message, c'est l'histoire est tragique. Nous n'avons pas fini de construire l'Europe. La guerre est toujours là, à nos portes. Elle peut encore revenir. Elle est revenue d'une guerre d'une barbarie extrême, parce que les Russes se conduisent d'une façon épouvantable. Et il ne peut y avoir de paix que si la Russie, dont nous avons besoin comme d'une grande nation en Europe. Personne ne veut détruire la Russie. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de créer les conditions d'une harmonie dans laquelle la Russie trouverait toute sa place. Et en donnant des moyens supplémentaires à l'Ukraine, ce que vous évoquez, est-ce que ça, justement, ça ne va pas créer une forme d'escalade de violence ? Oui, c'est possible, mais si on ne donne pas de moyens à l'Ukraine, l'Ukraine disparaît comme nation. Et l'Ukraine devient une colonie russe, et personne ne peut souhaiter ça. Est-ce que la Grande Guerre mondiale, telle qu'on les a connues au siècle dernier, guerre nucléaire aussi, est-ce que ça peut revenir ? Oui, bien sûr. D'abord, la guerre n'a jamais cessé depuis 1950. La guerre de Corée, la guerre d'Indochine, la guerre du Vietnam, qui étaient toujours des guerres qui opposaient les grandes puissances par quelqu'un d'autre. Les armées américaines étaient en Corée, les armées russes étaient en Afghanistan, mais n'ont jamais été face à face. Là, on n'est pas loin du moment où les armées russes et celles de l'OTAN pourraient être face à face. Elle est très loin l'idée où la Russie, un temps il y avait cette idée que vous défendiez, même que vous caressiez, que la Russie rejoigne l'Union européenne. J'étais pour et je le reste. C'est pour ça que j'ai eu l'idée, avec François Mitterrand, de créer la Banque de reconstruction et de développement, dans laquelle la Suisse, comme la Russie, étaient membres plein et entier, sont membres plein et entier, pour faire que la Russie devienne un acteur de la construction européenne. Et j'étais pour, et je reste pour, qu'à terme, la Russie devienne membre de l'Union européenne. Je rappelle d'ailleurs que M. Poutine, dans les temps où il était fréquentable, avait proposé de commencer l'approche d'une participation russe à l'Union européenne. C'est la faute des Européens à ce moment-là de ne pas l'avoir entendu. Après, c'est sa faute d'avoir évolué comme il a évolué. Mais l'Union européenne n'a pas saisi cette proposition. Est-ce réaliste aujourd'hui de penser à nouveau à cela ? Oui, la Russie est une nation européenne. Alors, naturellement, ce n'est pas la Russie d'aujourd'hui, c'est la Russie de plus tard, mais la musique russe, la littérature russe, le territoire russe, au moins en partie, est européen. Et imaginez une Europe dans laquelle la Russie, comme l'Ukraine d'ailleurs, serait membre, ce serait la première puissance du monde, en termes agricoles, en termes énergétiques. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup de gens sont contre. Plus européenne, la Russie, que les États-Unis ? Les États-Unis sont une sorte d'utopie d'Europe en tant que telle, qui ont pris le large. Et les États-Unis ont avalé la Grande-Bretagne, qui est non plus une nation européenne, mais une nation dans l'utopie américaine. Donc, nous n'avons pas de frontière commune avec les États-Unis, mais on a une frontière pratiquement commune avec la Russie. En tout cas, l'Union européenne en a, par la Pologne et par bien d'autres pays. Donc, notre intérêt, c'est d'avoir un voisin qui soit un partenaire et non pas un voisin qui soit un ennemi. Donc nous avons intérêt à une Russie membre de l'Union européenne. Les États-Unis n'ont pas intérêt. Par contre, les États-Unis font une grosse erreur quand on entend aux États-Unis le discours disant qu'il faut détruire la Russie. Et ça, évidemment, ça crispe les Russes. Même les Russes les mieux disposés ne veulent pas que leur pays soit détruit. Donc il faut changer la politique russe, faire en sorte qu'elle devienne ce qu'elle était en train de devenir dans les années 90, une démocratie. Et à ce moment-là, on pourra, en Europe, construire quelque chose. Est-ce que les États-Unis ont un intérêt à la désunion du continent européen ? Clairement, oui. Ils n'ont pas intérêt à une superpuissance. Alors, ça dépend qui, parce que les États-Unis, c'est très global. Mais le président Trump a tout fait pour détruire l'Union européenne. M. Obama a tout fait pour nous laisser tout seuls. Et il ne nous l'a pas vraiment laissé tout seul. Mais ils n'ont pas intérêt à une puissance européenne forte. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, ils font tout pour que les Européens, conscients d'un besoin de défense,
achètent des armes américaines et non pas construisent une industrie de défense européenne et soient de plus en plus dépendants des États-Unis par l'OTAN. Même si, à terme, la logique et l'histoire veut que les États-Unis se retirent de l'Europe, qu'ils ne défendent pas l'Europe. Parce que si M. Trump avait été réélu, il n'y aurait pas eu de guerre, puisqu'il n'y aurait pas eu de défense de l'Ukraine par les États-Unis et par l'OTAN. L'issue de la guerre, spéculation, évidemment, l'issue de la guerre. C'est très incertain. C'est comme dans un western où vous avez deux cow-boys qui combattent l'un contre l'autre, et ils sont tous les deux très blessés, ils ont tous les deux très peu de munitions, et ils s'entretuent. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, le moins blessé des deux, c'est le Russe, mais le plus déterminé à jouer sa vie jusqu'au bout, c'est l'Ukrainien. Et donc voilà le sort de la bataille. Il y a quelque chose d'assez fabuleux, d'assez héroïque dans la posture des Ukrainiens. Oui, ils jouent. Ils ont peut-être eux-mêmes découvert leur identité nationale dans cette bataille. Ils sont magnifiques. Ils sont extraordinaires. Ils sont aussi d'excellents communicants sur leur cause magnifique. Et ce serait criminel de les abandonner. Conséquence directe de ce conflit, c'est la hausse du prix des carburants, c'est les crises alimentaires qui sont déjà là, qui risquent même de s'accentuer. Est-ce qu'on se rend bien compte de ce qui nous tombe sur la tête ici? Il faut distinguer les deux, n'est-ce pas? La hausse du prix des carburants, si on protège les plus démunis, c'est une bonne nouvelle, parce que ça fait qu'on va en consommer moins, ce qui est très bon pour le climat. Donc on a intérêt, comme le prix du tabac, à ce qu'il soit le plus élevé possible, quitte à compenser pour ceux qui en souffrent, en particulier, qui ne peuvent pas faire autrement qu'utiliser des moyens de transport individuels. Mais le vrai problème, c'est la hausse, c'est la pénurie alimentaire. La Russie et l'Ukraine sont un des acteurs majeurs, et ce sera encore plus à cause du réchauffement climatique. Et donc aujourd'hui, on sait qu'il va y avoir une catastrophe alimentaire en Afrique en 2022 et en 2023, puisque les récoltes, les plantations ne sont pas possibles. On sait qu'il y aura plus d'1 milliard de personnes qui vont souffrir de la faim, dont au moins 300 millions sont vraiment en situation de famine. Ces chiffres sont abstraits, mais c'est 300 millions d'enfants, de femmes, de gens qui vont être en situation de ne pas faire plus d'un repas par jour, sinon zéro. Avec ce que ça entraîne comme migration, comme misère, comme violence politique. L'histoire nous apprend, j'ai écrit un livre sur l'histoire de l'alimentation, et on voit bien que c'est par les problèmes d'alimentation que commencent toutes les révolutions. Quand on ne peut pas se nourrir, on fait la révolution. Donc il y aura beaucoup d'instabilité. C'est pourquoi on voit les dirigeants africains se précipiter à Moscou pour demander aux Russes d'autoriser les exportations, ce qu'ils ne font pas de façon extrêmement cynique. De tout ça, de ce tableau assez sombre qu'on est en train de dessiner depuis quelques minutes, on en fait quoi? On fait quoi pour avancer? D'abord, il faut que les Européens soient très unis. Il faut que les Européens disent clairement qu'ils soutiennent l'Ukraine et qu'ils ne laisseront pas détruire l'Ukraine, qu'ils ne laisseront pas l'Ukraine devenir une colonie russe. Ce qui est très difficile à dire, puisque ça voudrait dire que si l'armée ukrainienne s'effondre, on interviendra. Alors comme on ne veut pas intervenir, la seule façon de faire, c'est d'aider beaucoup plus militairement l'Ukraine, non pas pour qu'elle détruise Moscou, mais ce n'est pas l'intention des Ukrainiens, mais pour qu'ils tiennent. Donc, fournir le maximum de moyens pour maintenir leur indépendance aux Ukrainiens, c'est de notre intérêt. Sinon, les Russes considéreront que l'Ukraine n'est qu'une première proie avant d'autres. Donc en priorité, c'est ça qu'il faut faire. Après, il faut parler avec les Russes et créer les conditions d'un dialogue constructif. Vous êtes féru de nouvelles technologies, Jacques Attali. J'aimerais vous faire réagir à cette information qui peut faire frissonner. Un ingénieur de Google affirme qu'une intelligence artificielle qu'il a développée aurait acquis une conscience, la peur de mourir, par exemple, l'envie de s'émanciper. Qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, il y a eu des commentaires sur cette nouvelle qui ont essayé de montrer que cette intelligence n'est pas aussi puissante que ça, qu'elle ne passe pas le test de Turing, donc il faut rien regarder. Mais c'est vrai qu'il y a ce fantasme. Et c'est vrai que la capacité de voir un jour une machine acquérir une conscience de soi, c'est la grande espérance, puisqu'une conscience de soi, ça veut dire l'immortalité pour une machine. Et idéalement, ça veut dire qu'on pourrait transférer notre conscience de soi dans une machine ou dans un autre être vivant. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de la conscience de soi de celui en qui on a transféré la conscience de soi d'un autre? Mais en tout cas, c'est une sorte d'utopie humaine à la fois passionnante et positive. Moi, je le vois comme très positive. Il y a beaucoup de choses à faire qui
Par exemple, aujourd'hui, il y a un des rares domaines dans lesquels on ne sait pas progresser, on n'a pas progressé. Il y a 3 domaines où on fait les choses de la même façon qu'il y a 3000 ans. Le coiffeur, ça nous prend autant de temps. Faire des enfants, ça nous prend autant de temps, 9 mois. Et apprendre une langue, ça nous prend autant de temps qu'avant. Si on avait la possibilité, par ces mécanismes d'apprentissage de ce qui se passe dans le cerveau et d'une intelligence artificielle, peut-être qu'on saurait apprendre plus et plus vite. Et là, évidemment, c'est un progrès immense. La jeune génération, vous la regardez, vous l'écoutez? Je travaille avec tous mes collaborateurs moins de 30 ans. Je suis en permanence à l'affût. J'ai des enfants et des petits-enfants. Donc, je crois qu'une des grandes priorités qu'il faudrait mettre dans toutes nos constitutions, suisses, françaises, européennes, c'est ne pas faire de mal aux générations futures. Ne pas nuire aux générations futures, ne pas faire de violence à l'égard des générations futures. Si on mettait dans la Constitution ce principe-là, si on pourrait regarder nos enfants en face et nos petits-enfants en face, et on créerait les conditions d'un monde vivable. Cette nouvelle génération grandit en tout cas dans un monde qui se radicalise, hausse des violences, mais même une forme de radicalisation politique. Là, on est entre les 2 tours des législatives en France. Ça n'intéresse pas grand monde, hélas, mais on voit quand même que les 2 principales forces d'opposition, c'est d'un côté une forme de gauche dure, l'extrême gauche, et l'extrême droite de Marine Le Pen. C'est un monde assez radical. D'abord, ce n'est que la France qui représente 1% de la population de la planète. Il ne faut pas généraliser. Il y a des pays qui vont très bien. Social-démocratie allemande, social-démocratie portugaise, espagnole. La France est aujourd'hui dans une phase très, j'espère, passagère de son histoire politique. Mais il ne faut pas dire que les gens ne s'y intéressent pas. Ils s'y intéressent, mais ils ont compris que ça ne sert pas à grand-chose, que ces élections ne servent pas à grand-chose. D'abord, ils ont compris que le programme de la gauche et le programme de l'extrême droite sont inapplicables. Et ils ont compris que le parti présidentiel a un programme extrêmement pragmatique. Donc, ils n'ont pas l'impression que ça va changer grand-chose. Comme en plus, le politique en France a beaucoup moins de pouvoir qu'avant, moi, je peux comprendre très bien leur abstention, qui peut tourner soit à rechercher une renaissance de la vie politique un peu plus tard, après cette période, soit une radicalisation vers la révolution, quand les gens auraient compris que la politique ne permet pas de changer les choses. La Suisse relativement épargnée, avec sa démocratie directe, avec son modèle de concordance, son multipartisme. C'est un modèle à suivre? Oui, c'est un miracle, la Suisse. Et j'ai souvent dit que la Suisse est le modèle unique de ce qu'on devrait faire en Europe. Parce que jusqu'à présent, on n'a fait l'unité européenne que par des conquérants, des dictateurs. Depuis l'Empire romain, et ensuite Napoléon, puis Hitler, etc. Le seul pays qui a fait son unité, non pas du haut vers le bas par un conquérant, mais du bas vers le haut, en se rassemblant face à un ennemi extérieur, puisque c'est comme ça que s'est construit la Suisse, c'est la Suisse. Mais comme vous savez mieux que personne, ça a mis des siècles. Depuis le début jusqu'à la constitution de... Nous, on n'a pas des siècles devant nous. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire au niveau européen. On essaie de construire un pays, qui s'appellera l'Europe, à partir du bas vers le haut, par des nations qui comprendraient qu'ils ont un ennemi extérieur. Qui comprendrait cette phrase très simple: nous sommes seuls face au reste du monde. Est-ce que les Français sont prêts à adhérer à ce modèle suisse? Un jour, on a vu pendant l'élection présidentielle des propositions qui émanaient plutôt d'ailleurs de Marine Le Pen. On a l'impression qu'elles étaient inaudibles, ces propositions. Vous voulez dire du référendum? Le référendum, la démocratie directe, la décentralisation, la proportionnelle. Il y a des choses que je crois, enfin, le référendum, une partie de proportionnelle, la décentralisation, on en a trop en France. On a 7 niveaux de collectivité territoriale. Il ne faut pas moins de décentralisation, il faut une décentralisation beaucoup plus efficace. Elle ne l'est pas. Mais oui, il faut plus de démocratie directe. Mais encore une fois, il faut le faire, je crois, à l'échelle de l'Union européenne. La Suisse est un cas unique et nous ne pouvons pas, en Europe, nous permettre d'être neutres. Nous ne pouvons pas. Il nous faut... si nous sommes neutres, nous serons envahis. Et c'est comme ça. Donc, nous avons donc intérêt à être une nation ayant les moyens de sa défense. Et ça coûte cher, la défense. Ça coûte très cher. La Suisse doit-elle adhérer à l'Union européenne? Écoutez, c'est une décision suisse. Ce qui est très amusant, c'est que les Suisses, si je fais une psychanalyse de bas étage, ont choisi de refuser d'entrer dans l'Union européenne par peur des Allemands. Alors que nous avons choisi de faire l'Union européenne par peur des Allemands. Donc la même raison. Pour nous, notre peur des Allemands de plusieurs guerres nous a amené à penser que la meilleure façon de
maîtriser le démon allemand, comme il existe un démon français, etc., c'est de nous unir à eux. Et nous avons donc construit l'Union européenne, et maintenant les Allemands sont nos amis, des gens avec qui on s'entend très bien, et on essaye de mettre derrière nous les monstruosités que l'Allemagne a provoquées le siècle dernier. Les Suisses, eux, ont fait le raisonnement inverse. C'est-à-dire que face à l'Allemagne dont ils se méfient, dont vous vous méfiez, vous avez choisi de ne pas en être. Je crois que c'est une erreur à terme, mais je ne veux pas me mêler de la vie politique suisse. Jacques Attali, vous avez été, vous l'avez dit, conseiller du président François Mitterrand, économiste, écrivain, évidemment. Vous avez été spectateur privilégié, acteur parfois, durant les 40, plus peut-être même, spectateur privilégié des arcanes du pouvoir. Êtes-vous un homme de pouvoir, Jacques Attali? Non. D'abord, j'ai toujours refusé d'être candidat à une élection quelconque. J'ai toujours refusé d'être ministre quand on me l'a proposé. J'ai toujours pensé qu'il était préférable pour moi d'écrire, de proposer mes avis et d'admettre que je puisse avoir tort et que mon opposant peut avoir raison. Maintenant, c'est vrai que ça donne une position d'influence et de pouvoir, c'est clair. Mais j'ai toujours dit que l'avenir d'un écrivain, c'est d'être écrivain, et l'avenir d'un ministre, c'est d'être ancien ministre. Et vous, quel sens vous donnez justement à cette présence que vous occupez, à cette place que vous occupez depuis des décennies, tout proche des chefs d'État? Je préfère rester par mes livres que par cette proximité. On verra ce que l'histoire retiendra, si elle retient quelque chose. Vous alimentez de nombreux fantasmes. Certains vous voient comme un marionnettiste, un prophète. Durant la crise Covid, vous avez été même la cible de complotistes. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces fantasmes? Il est tout à fait normal qu'on cherche la cause des choses. Et au fond, il y a la religion consiste à chercher une cause unique des choses, et on la trouve dans Dieu. La science cherche une cause unique des choses, et on la trouve dans la réflexion scientifique. Le complotisme, c'est une autre façon de chercher une cause unique des choses, mais une façon obscure et absurde. Mais la recherche d'une cause unique, c'est très profond dans la nature humaine. Maintenant, me présenter moi comme... c'est triste et pathétique. Ça renvoie à bien des dimensions sur la mondialisation, sur l'antisémitisme, sur une proximité qu'on me prête que je n'ai pas avec les groupes que je ne connais même pas. L'adhésion à ces thèses, ça vous inquiète? Oui. Mais il faut expliquer, expliquer. Maintenant, je suis inquiet de voir que l'hypothèse d'une réélection, de retour au pouvoir de M. Trump n'est pas absurde, et que la recherche de choses, de réponses complexes à des sujets complexes n'est pas autant privilégiée qu'elle devrait l'être. On cherche trop des choses simples. Et votre métier est essentiel parce que c'est vous qui allez devoir, avec les universitaires, nous protéger des fausses nouvelles et des calomnies. Près de 80 livres à votre actif, c'est juste? 86. 86. À chaque fois qu'on vérifie le nombre de livres que vous avez écrits, vous en avez déjà écrit entre deux. C'est une rage d'écrire que vous avez? Si je n'étais pas lu par beaucoup de lecteurs à travers le monde et traduit dans de très nombreuses langues, peut-être que j'écrirais moins. Mais j'ai envie, je viens de publier un roman, je termine une histoire mondiale de l'éducation, j'ai beaucoup de sujets en tête encore. C'est un grand plaisir que d'écrire, mais surtout un plaisir parce que, comme il m'est arrivé il y a encore 5 minutes, de croiser un lecteur qui me dit « j'ai lu tel de vos livres, etc. etc. » Voilà. Si je n'étais pas lu, je n'écrirais pas. Et vous avez toujours des projets, vous dites il faut toujours garder 20 ans de projet devant soi? Oui, c'est ce que j'ai toujours pensé. J'ai retrouvé ensuite que c'était une conclusion de beaucoup de grands psychanalystes ou psychiatres que de dire si on veut vivre vieux, il faut avoir des projets, même si on va mourir dans 5 minutes. Vous avez bientôt 80 ans, oui, vous avez 20 ans de projet? Oui, mais quand j'entends ce chiffre que vous venez de donner, je le sens tellement loin, je ne sais pas à qui vous parlez là. En tout cas, pas à moi. Né en 43, oui, à Alger, dans une famille juive, qu'est-ce que vous gardez de cette enfance? Je garde beaucoup de traditions, je garde le plaisir ébloui d'une vie dans une ville merveilleuse qui était l'Alger de mon enfance, mais qui était une ville merveilleuse pour quelques-uns et pas pour l'immense majorité du peuple algérien. Je garde le goût de l'effort, de la rigueur, du regard loin devant, puisque mon père a été un des premiers à voir que l'Algérie allait être perdue et a décidé de partir tout de suite, et c'est certainement quelque chose qui m'a profondément marqué. Des amitiés aussi. Qu'est-ce qui vous anime encore aujourd'hui?
la rage de faire en sorte que le monde soit meilleur pour mes petits-enfants qu'il ne l'est pour moi. Tout faire pour que mes petits-enfants aient une vie plus heureuse que la mienne. C'est possible? Oui, bien sûr. Pas seulement les miens, mais ceux du monde. On dit que c'était mieux avant. Non, c'était mieux. Pour beaucoup de gens, c'était mieux avant. Mais mes petits-enfants auront mon âge en 2080 et quelques, 2090 même. C'est loin. Et je voudrais qu'ils puissent venir à Genève et se promener à travers le monde d'une façon apaisée. Voilà, c'est à ça que je travaille. Merci beaucoup, Jacques Attali, d'avoir été notre invité. Et je rappelle donc ce concert que vous dirigez, l'Orchestre de Chambre de Genève, diffusé le samedi 25 juin sur Les Monts Bleus à 20h30. Merci beaucoup. Merci de votre invitation.